Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Spurs de San Antonio à quelques jours du NBA Paris Game. On va également parler des Pacers bien évidemment et d'Andrew Nembhard. On va parler des Suns qui viennent de faire venir Nick Richards des Hornets. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Tu n'es pas le seul invité Charles aujourd'hui. On aura un peu plus tard dans l'émission Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio. Il bosse pour Rivers Magazine, il a son petit compte Substack. On en parle tout à l'heure. Voilà. Toi et moi, on va d'abord parler de l'actualité. Ensuite, on laissera place à l'intervention avec Benjamin. Voilà. Et ensuite, toi et moi, nous allons parler des Pacers et des Suns. Pour l'actualité, j'aimerais commencer par parler c'est un peu le feuilleton du moment. C'est Jimmy Butler qui ne figure pas sur la liste des blessés actuellement pour le Heat de Miami. Donc, il pourrait jouer face aux Nuggets dans le match qui se joue cette nuit. Shams a indiqué la semaine dernière que Jimmy avait réitéré sa demande de transfert dans un face-à-face avec Pat Riley. Et alors, il y a un truc qu'il faut absolument suivre si vous avez Instagram, c'est le compte de Kevin Love qui vient de poster, il y a quelques heures de ça, un extrait du film Le Loup de Wall Street. Cet extrait où tu vois Leonardo DiCaprio qui crie au micro que non, il ne partira pas finalement devant des salariés en liesse. Voilà, dans la légende, il explique que c'est Jimmy après sa rencontre avec le propriétaire du Heat, Mickey Harrison, et ça m'a fait hurler de rire. Il a eu 2-3 autres extraits comme ça. Il y en a un avec Pulp Fiction, la scène d'Harvey Keitel qui arrive chez des gens. Et donc la personne chez qui il intervient s'appelle Jimmy, c'est très très drôle. Et donc il sous-entend qu'il essaye de faire l'entremetteur entre le Heat et Jimmy Butler. Bref, ça m'a fait rire. Et voilà, et je me suis dit, tiens, peut-être que ma théorie comme quoi ça va se calmer, elle est en train de porter ses fruits. Ouais, en tout cas, visiblement, ça a aussi fait rire Jimmy Butler, puisqu'il a liké la publication de Kevin Love. Écoute, on va voir là. Là, pour l'instant, c'est assez difficile de déterminer l'issue. Moi, je persiste à penser que ça va pas se tasser. Visiblement, je crois que c'est Chris Haynes qui a expliqué que Miami voulait plutôt alourdir la sanction plutôt que de l'alléger, ce qui prouve quand même que la franchise est quand même pas dans une démarche d'apaisement. Donc, je sais pas. Moi, je doute toujours de ta théorie. On verra bien. C'est toi contre moi, Charlie. Là, on est dans un face-à-face terrible, toi et moi. Ouais, c'est terrible, alors qu'en plus, je suis tellement le premier fan du hit Jimmy Butler, c'est horrible. Tu me fais endosser un sale rôle. Ah, je préviens les auditeurs, ça va être notre feuilleton de l'année 2025. Jimmy Butler et le Heat, qui aura raison d'ici la fin de l'année, d'ici la date des limites des transferts. Les Nets vont retirer le maillot de Vince Carter, ça sera le 7e maillot de l'histoire retiré du club. Je sais pas si j'ai bien dit cette phrase, mais je sais pas si les mots étaient dans l'ordre ou pas. Il me semble que oui, écoute, Okay. en tout cas, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ok, écoute, je te crois. Si tu valides, voilà. Chers auditeurs, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Le dernier qui avait eu cet honneur, c'était Jason Kidd, qui était son coéquipier à l'époque. Voilà, la cérémonie est prévue le 25 janvier face au Heat de Miami, comme par hasard. Voilà. Trop bien. Ah ouais, moi j'adore Vince Carter, moi j'ai un énorme biais sur Vince Carter, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué. Je l'adore, donc pour moi c'est génial. Ouais, carrément. Un personnage de cette ligue et de l'histoire de la NBA, clairement. Ouais, un joueur tellement spectaculaire, avec une longévité extraordinaire, voilà. Une éthique de travail. Il a tellement marqué Toronto. Pour moi, c'est vraiment... Quand tu as découvert la NBA au début des années 2000, c'est très difficile de ne pas aimer Vince Carter. Carrément. On a appris par le site américain Bloomberg que Maverick Carter, conseiller de LeBron James, envisage de créer une ligue concurrente de la NBA. Il est en train c'est un conseiller actuellement auprès d'un groupe d'investisseurs qui tentent de lever 5 milliards de dollars, s'il vous plaît, pour créer une ligue internationale. Ça consistera pour l'instant en l'état, c'est une idée, je pense, c'est une ébauche, mais ça serait 6 équipes masculines, 6 équipes féminines qui joueraient à travers le monde à la manière du championnat de Formule 1. Ça serait un peu la même chose avec 2 semaines dans 8 villes différentes à travers le monde, dont Singapour. Singapour apparemment est déjà connu pour avoir exprimé son intérêt pour ça. Alors,
Je tiens à préciser que c'est précisé partout d'ailleurs que LeBron James n'a aucun pour l'instant parti pris dans cette histoire. C'est le conseiller de Maverick Carter, c'est son Maverick Carter et son ami personnel, mais lui-même n'est pas du tout impliqué dans cette histoire pour le moment. Ça t'a surpris ou pas cette histoire? Moi, ça m'a un peu. Je trouvais ça assez amusant comme news. Ouais, c'est amusant. Bon, après, il faut voir à quoi ça ressemblera concrètement. Est-ce que ce sera plus du spectacle ou vraiment une ligue avec des ambitions sportives? Moi, Ouais. je vois pas du tout les LeBron James se ramener là-dedans, d'autant plus qu'on sait quand même qu'a priori, il a plutôt envie d'être propriétaire d'une franchise NBA à terme. Donc, je le vois un peu mal Ouais. avoir les deux casquettes. Ouais, complètement. Pour rester sur LeBron James, j'enfile. Attends, 2 secondes. Et j'enfile mon masque de LeBron hater. Tu l'as toujours. Oh, arrête. Et j'aimerais revenir sur un truc qui m'a fait un peu rigoler beaucoup là. Il a participé au podcast du frère de Travis Kelce, là, le petit ami de Taylor Swift, qui était présent d'ailleurs lors de son passage, où il a parlé de ce fameux match, ce fameux pick-up game en 2001 avec Michael Jordan quand il avait 16 ans. Et il explique au micro qu'il a botté les fesses de tous ceux qui s'y trouvaient, que personne n'était capable de défendre sur lui. Il cite Ron Artest qui avait parlé, c'était dans un podcast le podcast de Paul George, qui Ouais. avait parlé de cet épisode à l'époque, qui avait dit oh, LeBron, quand je l'ai vu à 16 ans, moi j'en avais 20. Je me suis dit, oh là là, j'avais plutôt intérêt de bosser parce que ce qui va arriver là, ça va faire mal, ça va faire mal à la ligue. Il est parti pour dominer, tout ça. Donc, il raconte cette histoire. Les gros titres de toute la presse a été LeBron James dit la vérité sur ce pick-up game avec Michael Jordan où il a botté les fesses de tout le monde alors qu'il avait 16 ans. Ok. Sauf que il est très malin, LeBron James. Hein. Il raconte son histoire en omettant ce qu'il a déjà lui-même raconté. Ça me fait énormément rigoler parce qu'il omet plusieurs détails dans son intervention. Et je voulais quand même rappeler 2-3 trucs. Déjà, donc le moment dont il parle, il l'a déjà évoqué parce que c'était sa première rencontre en personne avec Michael Jordan, qui avait 38 ans à l'époque. C'est d'ailleurs pendant ce pick-up game, enfin pendant cette session de pick-up game, que Ron Artest lui avait cassé les côtes à Michael Jordan. Ron Artest raconte cette histoire-là. Il s'en est vachement voulu parce que ça a contraint Michael Jordan de jouer blessé pendant une partie de la saison avec les Wizards. Non pas qu'ils avaient des ambitions, mais voilà. Et en fait, on sait notamment à travers 2 ouvrages que ce qui s'est passé concrètement. Il y a Charles Oakley qui a écrit dans son livre The Last Enforcer que Michael Jordan a refusé que LeBron James joue les matchs où eux jouaient en tant que professionnels. Donc, il n'a pas joué de match avec Michael Jordan à proprement parler, parce que Michael Jordan a comment dire, expliqué que il ne souhaitait pas que LeBron James, si jeune, prenne le risque de se blesser en jouant contre des pros. Et donc, pendant la session, on va dire le moment sérieux de la session de ce pick-up game, personne n'est rentré sur le terrain, clairement. Dans le livre LeBron, c'est le titre du livre, LeBron, de Jeff Benedict, il a été précisé, donc ça c'est un livre qui a été écrit sous l'autorité de LeBron James. Il est précisé que c'est Tim Grover, l'entraîneur physique de Michael Jordan, qui a réussi à le faire participer à un match. Donc c'était en fin de session. Il a été plutôt très bon offensivement. Il a montré ses qualités de passe, ses capacités athlétiques. C'est Jerry Stackhouse qui défendait sur lui. On sait que pendant ce match, Antoine Walker n'a pas arrêté de le chambrer parce qu'il n'était pas vraiment en mesure de défendre sur des adultes. LeBron James a 16 ans à ce moment-là. Et il est face à des joueurs qui font 2 fois son volume, clairement. Voilà. Il a participé à un podcast avec Maverick Carter dont on parlait tout à l'heure, un podcast animé par Chris Broussard il y a quelques années, qui est encore sur Internet. Vous pouvez trouver ce moment sur Internet où il parle de ce match. Et en fait, grosso modo, dans ce match, il a dû prendre quelques shoots. Il a marqué 2 paniers. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans le livre LeBron de Jeff Benedict. Et basta, quoi. Il est arrivé en fin de parcours où les joueurs avaient déjà joué tout leur soul et étaient grosso modo sur la fin de l'entraînement, quoi. Donc on est loin de son couplet où il raconte avoir botté les fesses à tout le monde. Il omet de dire que Michael Jordan n'était pas du tout présent sur le terrain et que son passage a été très bref, et ça m'a fait marrer, quoi. Voilà. Oui, bah je comprends. Bah oui, c'est typique de LeBron. Hein. LeBron écrit sa propre histoire.
C'est pour ça c'est pour ça qu'il fréquente tous ces podcasts, hein. C'est pour réécrire parfois sa propre histoire. Oui, effectivement, c'est sûr que quand tu l'entends dire que personne ne pouvait défendre sur lui, en plus, il a une petite phrase qui est hyper ambivalente parce qu'il dit j'étais nerveux d'être avec Michael. C'est comme si effectivement il était sur le parquet avec lui. Oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est typique de LeBron. Écoute, on sait très bien qu'il est absolument obnubilé par les comparaisons avec Jordan. Et d'ailleurs, si à terme, comme on l'a dit juste avant, il veut être président d'une franchise, propriétaire d'une franchise, pardon, c'est très clairement pour montrer qu'il est capable de faire mieux que Jordan dans ce domaine-là. Donc voilà, écoute, c'est LeBron, hein. S'il pouvait moins parler, je pense que son image n'en serait pas moins bonne en réalité, quoi. Ouais, mais ça me fait rire parce que ça fait quand même plusieurs fois que je me rends compte très concrètement de la volonté de LeBron James de médiatiquement installer son histoire, sa version. Et il est passé. Ce qui est très drôle, c'est que quand tu re-regardes un petit peu l'extrait du podcast avec Chris Broussard, là, il est plus dans la déférence vis-à-vis de Michael Jordan. Il est plus dans ah, c'était mon idole de jeunesse, c'était mon joueur préféré, j'étais complètement j'avais la mâchoire qui tombe quand je l'ai vu, c'était fou, nanana, on a fait ci, on a fait ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et là, aujourd'hui, il essaie de changer ce narratif et ça me fait tellement rire. Charles, on va laisser la place à Benjamin Moubèche qui nous parle des Spurs et on se retrouve tout de suite après, si tu veux bien. Avec plaisir. À tout à l'heure. Voilà, comme promis, c'est Benjamin Moubèche qui me rejoint, journaliste NBA, c'est le correspondant français qui est installé à San Antonio depuis maintenant un peu plus d'un an. Tu es correspondant, Benjamin, il me semble, pour Rivers Magazine, tu travailles pour Squeak TV, tu animes le podcast Moop Deep, tu es également titulaire d'un compte sur Substack qui s'appelle Oui Oui Basket. Bonjour Benjamin. Salut Josh, comment ça va? Ça va très bien et je suis ravi de t'accueillir dans le podcast NBA Corner. J'avais hâte que tu reviennes nous parler des Spurs et je profite en fait du NBA Paris Game et de ta présence. T'es à Paris là déjà. Alors là, en plus, je suis entré à Rennes dans ma famille, mais j'ai passé un peu de temps Wouh. à Paris sous gris, 40 degrés, donc pas la meilleure D'accord. expérience. Mais au moins, je l'ai eu, comme ça, je suis en forme pour le Paris Game, enfin pour les Paris Games cette année. Ouais, tout à Donc ça fait. va aller, c'est cool. Alors, je voulais te parler un petit peu déjà de toi, de ton expérience après un peu plus d'un an installé à San Antonio. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton évolution depuis ton premier jour sur place, à ton arrivée là-bas, et la manière dont ça se passe aujourd'hui. Comment tu pourrais me décrire en quelques mots ton parcours depuis un peu plus d'un an là-bas? Bah, honnêtement, c'est surréaliste. Je pense que c'est ça le mot. Quand j'étais en école de journalisme et que je regardais la NBA, mon rêve c'était de d'aller couvrir la NBA sur place. Donc le fait de le faire pour de vrai, finalement, c'est juste vivre un rêve. Alors en fait, quand tu vis un rêve, il y a un côté où la réalité déçoit un petit peu quand même. Tout à fait. On se confronte en fait au côté où on s'est fait des images, on s'est fait des films évidemment, mais honnêtement, les désillusions en valent largement la peine. Donc, franchement, je pense que c'est juste un rêve éveillé. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup grandir dans ma vision du basket, ma vision des joueurs, puis juste ma vision du métier, en fait, où travailler là-bas, ouais, enfin, c'est très enrichissant, surtout avec Greg Popovich, parce que c'est un challenge supplémentaire. Mais Mmh. c'est extrêmement formateur, c'est le fun absolu. Enfin, j'adore ça. Alors justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça enchaîne directement sur la question que j'avais ensuite. Et je voudrais savoir, faut que tu me dises un petit peu quel est le truc propre à l'univers NBA et au fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, tu travailles de manière professionnelle au sein de cette ligue. Je veux dire, tu couvres les Spurs en tant que correspondant sur place, tu vis la vie d'un beat writer, j'ai envie de dire. C'est ça. Euh, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu penses enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui te regarderait, qui justement aurait des étoiles un peu plein les yeux? Qu'est-ce que tu dirais sur la réalité de ton métier aujourd'hui? Les Bah, trucs qui t'ont vraiment marqué. honnêtement, si je suis pour moi, le plus grand truc, c'est quand on est sur place, en fait, on réalise à quel point les joueurs sont humains, à quel point c'est Mmh. juste des gens comme vous et moi. Il y a une semaine, on était dans un couloir et je me décale sur la gauche, et le mec en face de moi se décale sur la gauche, et le mec en face de moi se décale sur la droite, et moi aussi. On rigole et il passe, et en fait, on a une interaction classique qu'on peut avoir avec tout le monde dans la rue. La seule différence, c'est que c'était Nikola Jokic. Donc, effectivement, ça fait bizarre en fait de dire que
Bah ouais, Nikola Jokic aussi, des fois, il s'en mêle les pinceaux avec quelqu'un dans un couloir. Mais en fait, juste croiser les joueurs, croiser Nicolas Batum dans le vestiaire et lui parler de ses plans pour le nouvel an et justement de ses non-plans pour le nouvel an, ça fait réaliser à quel point c'est humain en fait et à quel point les joueurs sont finalement proches de nous, à quel point les joueurs sont bah, plus que juste des images à la télé en fait qui mettent des gros dunks. Je pense que c'est la plus grosse réalisation que j'ai eue, dans le sens où on le sait tous tout ça. Évidemment, ça sur le papier on le sait, mais le voir pour de vrai, le réaliser pour de vrai, en fait, ça permet d'avoir un regard complètement différent, non seulement sur les joueurs, mais aussi du coup sur le sport, parce que on a bah, évidemment, quand on voit les joueurs différemment, on voit le sport différemment. Donc, je pense que là où il y a un vrai reality check, c'est juste réaliser tout ça, en fait, réaliser que c'est pas juste des stats alignées, c'est pas juste des highlights, c'est des gens qui jouent au basket, des gens qui ont une vie aussi. Ça, c'est un truc que j'ai compris au fur et à mesure quand je vois Trey Jones qui a un peu galéré à trouver sa nouvelle maison. On voit tout le temps sa femme et sa fille qui sont avec lui. Enfin bref, c'est très confus ce que je raconte, mais c'est Non, juste non, pas du tout. En fait, c'est les réaliser. galères du quotidien, les petits couacs de la vie de tous les jours que C'est ça, toi, tu as l'opportunité de voir parce que tu es sur place, justement. Et en fait, toi, tu arrives à voir derrière l'écran, quelque part. Tu as une vue depuis les coulisses de ce qui se passe. Et c'est vrai que ça doit être quelque chose de particulièrement marquant, quoi. C'est-à-dire que effectivement, tout d'un coup, tu rentres dans une réalité où bah, tu vois des gens voilà, qui ont la particularité d'avoir un talent exceptionnel dans un sport, qui ont un physique particulier parce qu'au basket, ils sont quand même tous assez, ouais, c'est assez clair. grands, mais ils ont une vie comme n'importe qui, voilà, une femme, des enfants, une vie sentimentale, des contrariétés, il faut aller faire des courses, il faut tout ça, quoi. C'est ça exactement. Et puis d'un autre côté, il y a le côté un peu presque surhumain en fait qu'on voit aussi, dans le sens où ça fait Mmh, apprécier en fait les performances encore plus parce que une fois qu'on sait qu'ils sont humains justement, on voit à quel point ils se dépassent. tout Et à il y a fait. des choses comme les back-to-back. On dit toujours que les back-to-back c'est quelque chose d'extrêmement demandant physiquement, mais en fait quand on participe au back-to-back, c'est là qu'on se rend compte. C'est que moi quand il y a un back-to-back, je rentre de la salle tard parce que j'écris mes articles et tout ça et je suis de retour moins de 24 heures plus tard dans la salle. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'être là, c'est éprouvant physiquement, Mmh, mentalement. En fait, là, on se rend compte, ouais, mais moi, j'ai juste mes fesses posées sur une chaise dans la salle de presse et j'écris mes articles. Et les joueurs, ils font la même chose avec 40 minutes de basket dans les pattes. Et on se demande comment c'est possible, même en termes de logistique, finalement. Donc, en fait, voir le côté humain, ça permet aussi d'apprécier plus les côtés dépassement et ça permet aussi de ouais. comprendre davantage les difficultés qui sont liées au calendrier, au déplacement, au fait de jouer à l'extérieur. Donc, en fait, on a une compréhension très différente du basket. Puis même la réalité des transferts et tout ça, finalement, on comprend davantage l'impact que ça a d'être transféré quand on voit un joueur avec sa famille bah, justement, je parlais de Trey Jones qui s'est posé dans une nouvelle maison. J'imagine pour lui, du coup, le stress en fait d'être transféré à la deadline, sachant qu'il fait sa vie ici à San Antonio avec un enfant, avec sa femme. En fait, on voit aussi du coup le côté, puisqu'on voit à quel point ils sont humains, on voit à quel point leur vie aussi est différente parce qu'ils sont en Mmh. NBA. Et en fait, enfin oui, voilà, c'est juste une perception différente de l'NBA. Et je suis très content de pouvoir voir ça parce que ouais, ça m'a fait beaucoup progresser, je pense. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les gens réalisent pas assez. C'est juste que oui, certes, c'est des joueurs, c'est des héros d'une certaine manière parce qu'on on romantise tout ce qu'ils font, mais c'est des personnes. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça Ouais. le point principal. Ouais, tout à fait. Le professionnalisme que ça exige et le côté, bah, l'incertitude. C'est vrai que la vie d'un joueur NBA, c'est beaucoup de voyages. Mm. Parce que, comme tu dis, ils ont des familles, mais qu'ils voient pas des masses quand même. C'est quand même assez compliqué de passer du temps en famille quand tu es en permanence dans des avions, à l'entraînement ou à faire des choses comme ça. Et voilà, c'est aussi la réalité, quoi. Et c'est très exigeant. Et comme tu dis, comme n'importe quel taf que n'importe qui fait, il y a des jours où t'as pas envie, probablement. Où c'est épuisant, quoi. Physiquement, mentalement, pour eux. Enfin, c'est évident. Bah, ce qui m'a marqué, je pense que c'est l'année dernière quand, à la fin de la saison, Victor nous avait accordé une interview avec les autres médias français. Et Ouais. j'avais posé justement des questions par rapport à ça, à quel point est-ce que c'est éprouvant mentalement, physiquement, la saison NBA. C'est quoi la réalité finalement? Il me racontait déjà qu'après les matchs, des fois il s'allongeait juste sur le sol, quasi à la limite de s'évanouir parce qu'il avait tout donné.
Et c'est là qu'on réalise justement à quel point est-ce qu'il s'investit. Ouais. Et même, il me racontait, des fois, c'est dur mentalement, tu es à l'échauffement, de trouver la motivation d'aller jouer ton match. Il y a Jonas Valanciunas en face. Il y a 2 jours, tu affrontes Anthony Davis. 2 jours plus tard, tu affrontes Steven Adams. Et il y a cette motivation de se dire, OK, bon, bah, c'est le 71e match de la saison. Il faut trouver Ouais. la motivation de le faire. Il faut trouver la motivation de rentrer dans ces grands dadais. Et c'est vrai qu'il m'avait expliqué, en fait, des fois, il a pas envie. Il se motive en se disant que il y a des millions de gens qui rêveraient d'être à sa place, que il y a des millions de gens aussi, enfin plus des milliers de gens qui attendent de le voir jouer dans la salle, à la télé, etc. Donc en fait, il se motive comme ça, mais il a besoin de se motiver parce que en fait, on imagine le côté rêve d'être en NBA, de jouer en NBA, d'affronter ces mecs-là. Mais en fait, ouais, c'est éprouvant physiquement, c'est éprouvant mentalement. Et les mecs n'ont pas toujours envie de jouer, en fait. Et c'est ça aussi qui est bizarre à comprendre, c'est que les joueurs NBA, ils vivent un rêve, certes, mais pour eux, c'est aussi le travail, le quotidien. Et il y a des jours où on n'a pas envie d'aller bosser. Il y a des jours où on n'a pas envie de s'investir à 100% dans son travail. C'est humain. Et du coup, eux aussi, mais ils sont obligés d'aller chercher cette motivation en plus parce que bah, ça demande un effort physique quand même un petit peu supérieur à la plupart des métiers. Donc ça m'a beaucoup marqué ce que Victor m'avait dit par rapport à ça. Ce côté, il s'évanouit quasiment dans le vestiaire et ce côté, des fois, il n'a pas envie de jouer, il doit vraiment faire un travail mental pour trouver la motivation. Ouais, c'est ce qui rend d'ailleurs le fait d'être une superstar en NBA, pour moi, un des marqueurs de la superstar NBA, c'est justement la capacité à produire soir après soir, après soir, après soir, des statistiques de, tu sais, les trucs de métronome, tu sais, le gars, il va avoir 30 points, enfin, comme Jokic, tu en parlais tout à l'heure, quand tu tournes en moyenne à quasi 30 points, 12 rebonds et 10 passes par match, c'est absolument effarant en fait quand tu vois le rythme qu'ils ont et l'exigence que c'est ça pour moi qui délimite vraiment le statut d'une superstar dans cette ligue. Je voulais savoir comment tu définirais aujourd'hui tes rapports avec Victor Wembanyama. On a vu quelques images de toi avec lui, enfin lui qui réagissait par rapport à toi pendant des séquences d'avant-match, des trucs comme ça. Et est-ce que ta relation vis-à-vis de lui, enfin, je suppose qu'il te reconnaît, il te voit régulièrement. Comment ça a évolué ce rapport entre lui et toi? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou pas? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux me dire En, là-dessus? en fait, on a une relation qui est exclusivement pro, c'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent que je peux parler à Victor beaucoup dans les coulisses, etc. C'est Ouais, pas tant le cas parce qu'il est très protégé. Lui il tient beaucoup à sa vie privée, il est très sollicité. Et en fait, on est 4 Français quasiment tout le temps sur place. Donc il y a le côté aussi où il va pas s'attarder forcément avec l'un d'entre nous, mais on ouais. a quand même une très bonne relation pro dans le sens où déjà bah, cette année quand je suis revenu, donc j'ai raté le Media Day, la pré-saison et tout ça parce que j'avais des trucs à régler sur le plan professionnel et même sur le plan santé. Et je suis revenu en fait pour le premier match de la saison régulière à Dallas. C'est vrai que j'ai pas calculé. Ma veste préférée, c'est juste une veste bleue. Et j'ai mis cette veste-là pour mon premier match parce que juste c'est mon outfit de base. Je le porte tout le temps. Voilà, c'est mon uniforme à moi. Et Je sauf que confirme, on te voit souvent sur des photos avec ça, ouais. c'est ça, bah, c'est ma veste préférée, donc je la porte. Mais sauf que bah, c'est vrai que j'avais pas réalisé que c'était Dallas, c'est que Dallas c'est bleu, c'était quasiment le même bleu. Et donc c'est vrai que quand je suis revenu, j'étais sur le bord du terrain, Victor était en train de s'échauffer et il s'est mis à me vanner, il me pointe du doigt, il fait signe, en fait, avec son maillot, il monte son maillot un peu pour me demander mais pourquoi t'es sapé comme ça? Et au début je me retourne et je me dis mais attends, il doit demander quelque chose à quelqu'un, un maillot, un nouveau maillot, une serviette, je sais pas. Mais il insiste, il insiste, il insiste. Au bout d'un moment, je comprends, en fait, il est en train de se moquer de moi parce que je suis en bleu. Et du coup, tu vois, le fait d'être juste vu par cette personne pour laquelle tu as déménagé à l'autre bout du monde, alors c'est professionnel, évidemment, mais ça fait quand même du bien. Et surtout Tout que à fait. je savais pas du tout, mais apparemment, donc la séquence était sur NBA TV, les caméras étaient sur nous. Et du coup, il y a un abonné Twitter qui avait mis la vidéo. Et j'avais vu, effectivement, on voit Victor se moquer de moi sur la caméra. Et Ouais, c'était du énorme. coup, c'était super marrant comme moment et c'est aussi là où on voit le côté humain. Et non, c'est vrai que Victor et moi, ça va, on a une bonne relation. Quand je pose des questions, il est toujours très volontaire, très disponible. Il sait que quand il a des questions sur des stats, des fois je peux y répondre, donc il n'hésite pas à les poser aussi. En fait, de manière générale, il a une bonne relation avec tous les Français qui sont là parce que il fait un effort supplémentaire parce qu'il sait qu'on est là à cause de lui.
Donc ouais, moi je me sens plutôt chanceux d'avoir une très bonne relation pro avec Victor, alors qu'il s'arrête vraiment encore une fois à ce domaine-là professionnel. Et puis même j'ai pas la même proximité qu'avec Sidi Sissoko par exemple. Je sais pas, on se check, on discute un petit peu de temps en temps, parce que Mmh. Sidi il est plus abordable. Victor lui évidemment il doit se protéger parce qu'il est très euh, tout le monde veut lui parler en fait tout le temps, tous les médias, Ouais, tous les fans, c'est etc. dû à son environnement, en fait. Il est obligé de le faire, sinon ça n'arrêterait jamais quelque part, je pense. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et puis, je pense qu'en plus, lui, il a la volonté de préserver cette vie privée et sa part de Ouais, secret. J'ai eu beaucoup d'échos de la part de gens qui me disaient que, oui, Victor, lui, il tient aussi à conserver un peu plus que ce qu'il pourrait donner. Parce que, et je le comprends parfaitement, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, on en revient à cette histoire de, enfin, c'est des personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous envie d'être des personnes publiques intégralement, de montrer son entraînement, de montrer sa vie, etc. Et ouais, Victor, il tient à garder une vie privée, il tient à garder une partie de sa routine d'entraînement secrète, il a ses petits secrets à lui. Et je pense que c'est sain et c'est aussi ce qui permet de durer longtemps dans cette ligue. C'est que s'il disait oui à tout et qu'il allait parler à tout le monde, je pense il pourrait plus assumer ce rôle-là. Et déjà, il est tous les soirs en conférence de presse. La plupart des joueurs ne font pas cet effort-là du tout. Donc, je pense qu'il se donne déjà beaucoup et c'est ouais. suffisant, si on est honnête, c'est suffisant. Est-ce que ça a une saveur particulière pour toi de couvrir les Spurs à Paris pour 2 matchs? Est-ce qu'il y a quelque chose d'amusant, d'étonnant, ou ça va être business as usual pour toi? Honnêtement, c'est super marrant. J'adorerais faire comme si je m'en fichais et que c'était juste des matchs normaux. Ouais, Mais c'est vrai, juste un autre match, comme ouais, disent les stars de. j'adorerais jouer ce côté-là, tu vois, le côté détaché en mode ouais, non, mais c'est normal, pour moi, c'est quotidien. Et d'un Ouais. côté, il y a quand même ce côté-là où je sais que la plupart des médias qui viennent au match, ils n'ont pas forcément l'habitude. Et pour moi, c'est vrai qu'aller à l'entraînement des Spurs, aller au match, etc., il y a un côté plus régulier. Et c'est quand même très marrant, en C'est fait. la routine pour toi, c'est la routine. Bah, c'est vrai finalement, c'est ça. Bah oui, Et carrément, mais non, mais carrément, je dis pas ça avec malice, c'est la stricte mais, vérité. mais en même temps, d'un autre côté, tu sais, c'est très particulier parce que, en fait, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai pris de nouvelles habitudes et surtout, j'étais en territoire américain. Donc là-bas, les journalistes américains, ils m'ont montré un peu la ville. Tom Osborne Mmh. de l'Express News, qui sera pas là malheureusement, mais en particulier, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup montré San Antonio. Et là, j'ai un peu l'occasion de montrer aux Américains, bon, bah maintenant, on est chez moi. Moi, j'ai Ouais, vécu à yes, Paris pendant plusieurs années. Et ça fait plaisir, tu vois, j'ai l'impression j'adore, que c'est moi qui invite, quoi, ça régale. Et du trop coup, le fait bien. d'être vraiment à Paris, déjà le premier jour où il y a un entraînement, ça va être lundi. Il y a un sorte de truc avec les médias à Marcel Cerdan, à Levallois. Ouais, Bah, moi, c'est une marche de 2 minutes depuis mon appartement. Alors, trop bien. le confort, en fait, de se dire, j'ai déménagé aux États-Unis, mais là, cette fois-ci, j'ai juste à faire 2 minutes. Les Américains, ils ont fait 13 heures de vol. Ouais, C'est ça. je saurais pas le définir, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme les gens, tu sais, pendant le Covid, qui ont découvert le télétravail et le Ouais. plaisir de travailler en caleçon de chez eux, derrière leur bureau. Ben moi, je me sens comme ça. Je me sens à l'aise. Je suis dans Ouais. mon pyjama à Paris et il y a les Spurs qui viennent et voilà. Donc je suis très très Trop bien. excité. En C'est plus, mes génial. collègues vont être là. Ça c'est un autre point. Mais J'adore. ouais, J'ai c'est plein de hyper potes dans important. les médias français et ouais, ça va faire plaisir quoi de partager. Ah bah j'espère que je vais avoir l'occasion de te croiser. Si je te croise, je vais venir t'agresser et te saluer. Mais salue-moi, il y a pas de avec grand plaisir. Et Mais puis encore une t'agresser fois. amicalement, hein, j'entends bien. Attention, Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, sois bien sûr. cordial. Je l'espère quand même. Je pense que voilà, tu seras un peu la star des journalistes sur place, mais je Ah, me permettrai de venir te serrer la pince. c'est un grand mot, c'est un grand mot. Je pense que tu peux me parler, je serai très disponible, y a pas de problème. Mais c'est vrai que en plus, tu vois, même mes collègues de Rivers, moi j'avais peur de prendre la place de Ouais, mes collègues parce que moi j'ai l'habitude et je me suis dit bon bah si on a un nombre de d'accréditations limité, je préfère limité, la ouais. laisser à des gens qui ont moins l'habitude de voir des matchs et en fait on va tous être ensemble Ah et cool. euh, et Il y aura pour qui moi va venir? je sais qu'il y a Shai qui vient et je pense qu'il y a Antoine qui viendra aussi. Et pour Super. moi, Rivers, c'est la famille, c'est mes Bah amis. ouais. Donc, pouvoir partager ça avec eux, surtout Shai, qui est mon premier contact dans ce média-là. Et franchement, c'est un très bon ami. Le fait de pouvoir voir un match de basket avec un pote, de pouvoir bosser ensemble et tout ça, ouais, c'est super marrant. Et puis, je sais que ouais, je vais croiser beaucoup de gens qui lisent mon travail et tout ça. Donc, ça change. Non, je suis super hypé. En fait, je comprends Victor quand il est motivé.
Victor, c'est encore Hum, pire parce que lui, il voit encore tu moins sa m'étonnes. famille et tout ça. Tu m'étonnes. Et puis pour le coup, c'est lui qui reçoit pour de vrai. Enfin, moi, je joue pas, je suis Hum. juste, je serai en tribune presse. Victor, il peut quand même dire, c'est un peu moi qui invite, c'est la maison et il va pouvoir le prouver sur le terrain. Donc, je pense que il est très excité. Et en fait, cette excitation, elle est contagieuse. Donc, ça me rend sincèrement heureux de Ouais. pouvoir assister à ces matchs à Paris. On a parlé récemment dans le podcast de l'évolution, enfin de la saison des Spurs, de l'évolution de Victor Wembanyama, qui a fait une entame de saison un peu en demi-teinte. Beaucoup de monde lui sont tombés dessus au début de la saison, puis finalement, voilà, maintenant, tout le monde, tous les critiques se taisent parce qu'il est tout simplement extraordinaire sur le terrain. Je voulais quand même aborder avec toi le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même l'immense favori de la ligue pour devenir le défenseur de l'année d'ici la fin de la saison et la remise des trophées. Euh, il est à une moyenne de 4 comptes par match qui n'avait plus été vu dans une saison NBA depuis Dikembe Mutombo en 1996. Ce qui est assez étonnant avec Victor, c'est qu'il est capable de faire des contres sans faire vraiment de fautes. Il fait également très peu de goaltending, c'est-à-dire de taper le ballon dans sa phase descendante. Voilà, il a une dissuasion au cercle qui est vraiment assez incroyable. On a vu tous ces clips des joueurs qui refusent de s'aventurer, enfin qui renoncent plutôt, c'est un renoncement, qui renoncent à s'aventurer dans la raquette parce qu'il est là. Euh, Stat assez amusante qui a été pointée du doigt, je crois, par John Hollinger de The Athletic. Les Spurs, quand Victor Wembanyama fait un contre, inscrivent 1,37 points par possession, sachant que, à titre de comparaison, la meilleure attaque de la ligue, qui sont les Cleveland Cavaliers, sont à 1,22 points par possession. Il a un ratio de contre également qui est à 10,7, ce qui est le meilleur ratio de l'histoire, devant Manu Bol, qui avait le record jusque-là 10,6% en 1986. C'est la première saison, enfin, dans sa deuxième saison, son plus-minus à Victor Wembanyama est positif, selon Basketball Référence. Son impact défensif sur les Spurs et les résultats qu'ils ont est indéniable. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire de la défense de Victor et comment elle est vécue sur un terrain de basket quand tu suis ça au jour le jour? Qu'est-ce que tu peux me dire sur sa défense à Victor? Bah, déjà, personnellement, il m'a réconcilié avec le contre. C'est tout bête, Ouais, mais souvent, enfin, il y a eu beaucoup de pronostics avant qu'il arrive en NBA sur les stats qu'il va faire, les points, les rebonds, etc. Souvent, je disais, les contres, finalement, s'en fichent parce que je trouve que c'est une stat qui est extrêmement surcotée, dans le sens où c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, du coup, c'est cette année, enfin, depuis que je suis à San Antonio, à cause de Victor. Et c'est vrai que de manière générale, moi, j'ai en tête, contre, on me dit ça, je pense à Hassan Whiteside, à Mitchell Robinson, qui ont tendance à envoyer le ballon dans les tribunes, à perdre la ouais. possession. Et c'est vrai que Victor, il a cette intelligence de jeu et même cette capacité physique aussi, parce que ça vient de là aussi, à garder la possession, il contre intelligemment, il va pas s'exposer à Un une peu faute. à la Bill Russell. Bill Russell, il faisait ça Exactement. à son époque. C'est ça, puis même, il y a plein de gens qui appellent encore ça des Bill Russell blocks. Et c'est vrai que ça m'impressionne et ça permet de générer de l'attaque. Et souvent, en fait, je dis que ouais, les contres, c'est surcoté parce que si tu perds la possession sur ton contre, tu perds tout l'intérêt de ta défense. Alors que si tu Mm, contestais la balle et que tu contrôlais le rebond, certes, c'est moins impressionnant, ça compte pas comme une stat. Mais par contre, bah, le résultat au final, c'est que tu récupères la balle, tu arrêtes l'attaque adverse. Alors que des fois, tu sors le ballon des limites du terrain. Et en fait, l'équipe adverse, elle va réussir à choper un 3 points. Et donc, finalement, t'encaisses un point supplémentaire. mm, Mais Victor, il calcule en fait. Il y a le côté où il fait attention, il est raisonnable et je trouve ça impressionnant cette capacité à réfléchir vite. Et je pense que c'est ça qu'on sous-estime un petit peu, c'est qu'on voit Victor, on se dit, il fait 2,24 m, il a la capacité à tout contrer, et on attend systématiquement de la part des grands qui contrent, qui soient bons en défense, qui soient dissuasifs. En fait, Victor, ce qu'on sous-estime un peu, je pense, c'est la dimension mentale. Et c'est ça qui mm. m'impressionne, et je pense que c'est ça qui impressionne beaucoup aussi les coachs adverses, cette capacité en fait à se dire, ok, t'as un mec de 2,24 m qui est très mobile, mais en plus, tu sais qu'il va faire le bon choix. Et je pense que sa capacité défensive, on en parle beaucoup en France, on en parle beaucoup dans les médias. Et finalement, c'est quand on entend les coachs adverses en parler que c'est le plus élogieux. À chaque fois, ils racontent Mmh. en fait, il faut être constamment conscient de où il est sur le terrain. Et les joueurs en fait sur le terrain, Victor, pas Victor, c'est le jour et la nuit parce qu'il ne voit plus le terrain de la même manière. La géométrie du terrain change parce qu'il est là, parce qu'il est dissuasif dans la raquette, parce qu'il faut faire attention à où il est.
quelle est sa position, est-ce qu'il est en capacité de me contrer, est-ce qu'il faut que je fasse la passe. Et c'est incroyable. Et petite anecdote sympa qui montre, je pense, à quel point est-ce que c'est une anomalie. Je me souviens de Todd Whitehead qui bosse pour Sports Radar, qui racontait la saison dernière que certains tirs que les joueurs prenaient, qui étaient catégorisés grand ouvert, étaient des tirs que Victor avait fini par contrer. Et du coup, ça cassait complètement leur outil statistique parce que C'est il fou. faut imaginer, je me souviens d'un compte sur Andrew Wiggins à Golden State par exemple, où il était juste à 3 points, Victor était un pied dans la raquette. Et Je finalement, il crois voir de contre quoi ce tu parles, tir-là. ouais. Sauf que du coup, pour les outils statistiques, c'est très perturbant parce que le tir, il était considéré comme grand ouvert, aucune chance d'être contré. Et finalement, il y a ce mec qui vient contrer. Donc, je pense qu'il est en train de redéfinir vraiment beaucoup de choses sur le plan défensif. Et je pense que on adore s'extasier sur les performances à 40 points, 35 points, etc. Et le côté défensif, c'est ce qu'il est en train de vraiment révolutionner. Donc moi, pouvoir vivre ça en vrai, pouvoir voir ces contres-là pour de vrai, ouais, c'est un privilège incroyable. Et entendre les gens en parler, entendre les adversaires en parler, les joueurs, les coachs, c'est là où tu te rends compte qu'on n'est pas du tout en train d'exagérer la chose. Victor Wembanyama est en train de devenir à terme le meilleur défenseur de l'histoire de l'NBA. Ouais. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que dans sa deuxième saison, pour moi, le palier qu'il est en train de franchir aujourd'hui se passe aussi beaucoup entre ses deux oreilles. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as cette impression-là, mais entre sa première saison où tu avais l'impression qu'il se prenait tout un peu en pleine poire, tu vois, c'était un flux continu d'apprentissage et qui peut être un petit peu... tu peux vite te noyer sous la tonne d'informations à ingurgiter, à retenir et à essayer de retranscrire sur un terrain. Et j'ai l'impression que cette saison, il a compris énormément de choses et qu'il arrive à rendre, qu'il arrive à concrétiser sur le terrain. Et je trouve que son intelligence de jeu est épatante en fait, parce que malgré son jeune âge, malgré le fait que ça soit que sa deuxième saison, il a déjà des lectures de jeu défensives notamment. Alors c'est cette capacité qu'il a de bouger ses hanches en défense, c'est physiquement c'est complètement fou, mais je trouve que sa capacité d'anticipation est absolument remarquable. Elle est même, Ouais, je suis d'accord, hein. enfin je trouve que c'est un de ses talents les plus importants pour aujourd'hui et le reste de sa carrière. Complètement, surtout que ça s'applique en défense sur les lectures, aussi en attaque sur les lectures à la passe, Mm, mm. et puis Ouais, même de manière générale pour choisir ses opportunités de scoring. Et c'est vrai qu'il a pris en maturité énormément. En fait, on l'entend en conférence de presse, mais je trouve que là où tu as raison, là où c'est le plus impressionnant, c'est sur le terrain où il joue vraiment comme un vétéran. Et cette capacité à être plus mature, je pense que c'est ultra important pour un joueur qui est déjà aussi médiatisé et surtout aussi responsabilisé. Parce qu'on a tendance à beaucoup responsabiliser dans les projets sportifs des premiers choix de draft qui sont très talentueux. Mais en fait, on sous-estime la difficulté à passer le step mental où tu es ouais, capable de lire la complexité d'une attaque NBA, d'une défense mais NBA. tellement, mais tellement. Et c'est ce qui a manqué. On parle beaucoup, tu vois, Greg Oden par exemple. On parle beaucoup de l'aspect physique, de le corps a pas tenu, il était blessé, etc. Mais en fait, l'aspect mental du jeu de Greg Oden était aussi en retard. Et c'est aussi ce qui explique qu'il a eu du mal à revenir au basket ensuite, qu'il a eu du mal à vraiment, en fait, dépasser les blessures. Et on adore dépeindre beaucoup de busts comme un problème purement physique, comme un problème purement Mhm. technique. La vérité, c'est que je pense que la plupart des busts dans l'histoire de l'NBA n'ont pas réussi à passer un certain step mental que Victor aujourd'hui a Mhm. déjà dépassé. Et en plus, il a le privilège déjà d'être en avance, mais en plus d'être accompagné par Chris Paul, qui lui fait, je pense, énormément grandir là-dessus. Je sais que déjà en attaque, ça l'a beaucoup aidé d'avoir Chris Paul avec lui, il lui a donné de très bons conseils. Donc ça a un impact assez fou. Et se dire que ce mec-là, qui avait déjà un avantage intellectuel finalement sur le jeu, en plus il se fait Ouais, aider par ah ouais. un des plus gros cerveaux de l'histoire du basket. En plus, c'est un mec qui est coaché par Popovic à la base. Donc dans tout ça, en fait, finalement, il est très bien là où il est. Il paraît avec de très bonnes aptitudes là-dessus. Et en plus, il a les meilleurs mentors par rapport à ça. Donc là, je pense qu'il est en train de passer un step qui est extrêmement important pour la suite de sa carrière. Et moi, c'est la dimension, je pense, qui me rassure le plus. Je ne doutais pas du physique. Et là, je doutais pas non plus du mental, hein. Mais Mhm. il est largement au-dessus de ce que j'attendais.
Donc, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Je suis très impressionné par ça et je pense que c'est extrêmement important. Mmh. Alors justement, tu parles de Chris Paul, je brûle d'envie de te poser cette question-là. Est-ce que, de ton point de vue, l'impact que Chris Paul a pu avoir sur le terrain et dans le vestiaire de cette équipe, il est réel, il est concret, il est palpable selon toi? Complètement. Je fais partie des gens qui étaient très sceptiques, où j'ai passé toute la saison dernière à dire, oui, mais les gens, ils veulent un meneur vétéran. Je pense pas que ce soit si important d'avoir un vétéran dans l'équipe, qu'il va pas tant faire grandir les gens. Il y a déjà Pop, etc., etc. En fait, j'ai compris que j'étais dans le faux complètement. Alors peut-être que c'est Chris Paul qui est juste une exception, mais Chris Paul Mmh. fait énormément de bien à ses Spurs. Et en fait, on le voit constamment, déjà sur le bord du terrain. Il y a beaucoup de moments où comment dire, il y a un arrêt de jeu, il y a une remise en jeu, et en fait, Chris Paul, il va aller parler avec Stephen Castle, par exemple, et lui expliquer des choses. Sur le terrain, tu l'entends replacer les gens en défense, communiquer vraiment avec eux. Victor, il nous a partagé aussi des conseils que Chris Paul lui a donnés par rapport au fait de jouer un petit peu avec l'arbitrage, par exemple, pour aller chercher les fautes. Mais Mmh. aussi juste un conseil que j'ai trouvé merveilleux sur le sens de la passe, pour savoir où est-ce que tu dois passer le ballon, écoute la défense adverse et adapte-toi en fonction de comment ils communiquent vocalement, parce que c'est comme ça que tu sais où est-ce que tu vas envoyer la balle. Si tu es capable de comprendre ce que dit la défense adverse, tu as un avantage mental sur eux Mmh. qui te permet d'être un meilleur passeur. Et ça, c'est un conseil de Chris Paul. Et ça touche Victor, ça touche Devin Vassell, ça touche énormément Stephen Castle. Tu vois à l'entraînement qu'il est ultra présent dans les matchs quand il est sur le terrain, quand il est en dehors. Et en fait, son impact n'est pas du tout surestimé. C'est vraiment comme un deuxième coach d'élite en plus. C'est un excellent mentor et ça me fait beaucoup rire en plus parce qu'il était quand même arrivé dans l'optique de dire, moi je suis pas là pour jouer les mentors, je suis là pour jouer au basket. Et finalement, je pense qu'il adore ça parce que pareil, les joueurs des Spurs le vannent constamment, il appelle Hunk Chris Paul, tonton Chris Paul, parce que euh, parce que c'est le vieux du vestiaire quoi Ah ouais, et il est c'est tonton vraiment quoi. bah c'est ça ouais, c'est juste tonton Chris et il y a vraiment un côté où il est cette présence quasi paternelle en fait pour eux sur le plan basket. Et ouais, il fait un bien fou à l'équipe. J'avais écrit là-dessus en début de saison sur Substack. Je pense que je referai un article prochainement parce que c'est un sujet qui est vraiment vaste, qui est vraiment important. Et je pense que en fait, il est en train de tirer cette équipe vers le haut drastiquement en termes de mentalité, en termes de développement des jeunes. Et puis même en termes de jeu, on voit qu'il a quelque chose à apporter quand même. Donc Chris Paul, excellente addition et j'ai vraiment sous-estimé l'impact que peut avoir un vétéran sur un vestiaire et sur la vie d'un groupe aussi jeune que celui des Spurs. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller s'abonner à ton compte Substack parce que franchement, tu produis beaucoup de contenu très intéressant, très exigeant. Je pense que tu as passé en revue tous les grands moments de la saison des Spurs jusqu'alors. Et c'est super bon d'avoir ton regard sur le truc depuis ta position là-bas. C'est vraiment top. J'aimerais terminer Merci beaucoup. ce podcast. Est-ce que tu peux me dire un mot sur Greg Popovich? Est-ce que vous avez une quelconque idée de comment ça va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Pas revenir? Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce que tu peux me dire là sur ce sujet? Ah, on a très peu de communication en fait sur ce sujet de la part des Spurs. Ils veulent Ouais, rester très secrets. Je pense que c'est aussi la volonté de Pop. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il a repris contact avec les joueurs il y a environ un mois. d'accord. Il parle avec Victor, il parle avec Steph, il parle avec tous les joueurs. Donc, c'est quand même très positif. Et de ma compréhension de la situation, il va revenir avant la fin de la saison. J'ai entendu des choses que c'est pas des infos enfin, il faut les prendre avec des giga pincettes. D'accord. Euh, Qu'il pourrait revenir après le road trip de février, que en tout cas c'est ce qu'il vise. Ensuite, voilà, encore une fois, je dis pas ça, prenez pas ça comme si c'était une information de Shams qui est là en mode Popovic va revenir. Shams Moubesh. C'est vraiment juste ce que j'entends de la part de gens qui sont un peu plus au courant du dossier que moi. Ouais. Mais en fait, l'avantage, c'est que vu qu'il a beaucoup d'amis dans la ligue, en fait, via ses joueurs, via ses anciens assistants coach, on a eu des nouvelles tout du long. Steve Kerr qui Hmm. nous a dit que ça allait aller, qu'il allait se remettre. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que là, il allait beaucoup mieux et que effectivement, il faisait vivre un enfer aux gens qui gèrent sa rééducation parce qu'il veut tout le temps brûler des étapes et il Ouais. est survitaminé en fait. Donc je pense que Popovic va bien.
J'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus d'infos là-dessus, pouvoir dire quand il revient, comment il va exactement et tout ça. Et je pense qu'il va bien. Il reste en contact avec les joueurs. Il continue de suivre l'équipe. Il continue de pester sur l'équipe, sur les pertes de balles, sur Ouais. les petites erreurs bêtes. Donc, je pense que ça veut dire qu'il sera capable de revenir et de partir, je ne sais pas encore quand, mais en ses propres termes. Et ça fait du bien parce que tu sens vraiment quand même l'amour de San Antonio pour Popovic. Tu sens qu'il manque quand même, Tu qu'il m'étonnes. manque à ses joueurs et même il nous manque à nous en fait. Ok, il est pas cool en conf de presse, il adore nous recaler, mais ça fait partie du jeu. Et puis même les Spurs sans Greg Popovich, c'est plus pareil, ça n'a pas la même saveur. Donc moi j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir au max de sa forme et puis que quand il partira en ses termes, la tête haute, sans rien dire à personne, comme on l'attend de la part de Greg Popovich. Ouais, puis comme tu l'as dit, selon ses propres termes, comme il l'aura décidé, et non pas en raison, à cause d'un pépin physique qui le contraint à quitter les parquets de cette manière, quoi. C'est ça. Ça serait pas, c'est pas la fin qu'on a envie de voir le concernant. On a envie Ouais, de le puis voir il mérite annoncer le mieux, truc ouais. debout, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Enfin, c'est une telle légende, ce type, c'est clair que voilà. Merci Benjamin de m'avoir accompagné. Merci beaucoup de ton passage dans le podcast et j'espère vraiment avoir le plaisir de te croiser lors des NBA Paris Games. Bah, on se croisera. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Puis je peux dire à tout le monde justement, bah, suivez le NBA Corner Pod parce que c'est très qualitatif. Et moi, je répondrai toujours oui à l'invitation. J'adore être là. Donc, merci beaucoup à Trop toi cool. et à très vite. Ouais. Yes, à bientôt Ben. Salut. Voilà, on est de retour avec Charlie pour parler cette fois. Donc là, on vient de parler des Spurs, on va parler de la deuxième équipe qui sera présente pour le NBA Paris Games, qui commence la semaine prochaine. Là, lundi, ça commence un peu les festivités avec l'entraînement des joueurs, tout ça. Je crois que les Spurs vont commencer, ils vont faire un déplacement au stade de Nanterre lundi après-midi, mardi matin. Ça sera les Pacers qui vont être, il me semble, à Levallois. Voilà, et puis voilà, il y aura le match jeudi soir, il y aura le match samedi soir également, qui sera un peu plus tôt samedi, ça sera 20h jeudi et 18h samedi. Et donc les Spurs vont affronter les Pacers. Et les Pacers ont enregistré récemment le retour d'Andrew Nembhard qui était blessé en début de saison. Il avait une blessure au genou. Il est revenu. Il a signé cet été, Andrew, une prolongation de 3 ans à 58,7 millions de dollars. Et il a sérieusement boosté le jeu d'Indiana depuis qu'il est revenu sur le terrain. On a l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Charlie, mais que les Pacers ont un peu renoué avec leur identité de la saison passée depuis son retour, que ce soit défensivement, offensivement. La présence du meneur canadien fait une énorme différence dans les résultats. Et on a vu les Pacers enchaîner les victoires après un lancement de saison qui était plutôt moribond. On en avait parlé. Et là, son contraste qui est assez amusant, c'est qu'il est très alléchant à travers la ligue, parce que là, il a signé cet été et tout d'un coup, les Pacers, s'ils le souhaitaient, pourraient le transférer pour faire venir une éventuelle star. Les fans ont crié en disant il est hors de question qu'on se sépare d'Andrew Nembhard, à tel point que le front office est sorti pour dire non, ne vous inquiétez pas, il n'est pas question qu'on le transfère. Pour l'instant, on le considère comme une pièce maîtresse de cet effectif. Je t'avoue, Charlie, que c'est un des joueurs que je vais avoir énormément de plaisir à regarder évoluer sur le parquet de l'Accor Arena pendant ces NBA Paris Games. Bah, je te comprends, hein, c'est le facteur X de cette équipe. Tu l'as dit, il a loupé une dizaine de matchs, notamment au mois de novembre, et on a bien vu quel impact son absence avait sur les Pacers, qui ont vraiment eu du mal sur la période. C'est une des grosses raisons du début de saison compliqué des hommes de Carlisle, avec une défense quasi inexistante et une attaque très très loin de ce qu'on pouvait voir la saison dernière. Et c'est sûr que voilà, là, depuis qu'il est revenu, on retrouve une équipe cohérente des deux côtés du parquet, et il y est pour beaucoup. Alors certes, c'est pas le joueur le plus marquant d'un point de vue statistique, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Défensivement, il a un impact énorme, et ce alors qu'on lui en demande beaucoup, que ce soit sur les guards ou même sur les ailiers. Il a une intelligence tactique qui lui permet de gêner des joueurs nettement plus grands que lui.
Son rôle en attaque, il est également très important. Il est polyvalent, il est capable de suppléer Haliburton à la création, de sanctionner à 3 points. Il a vraiment une responsabilité dans le fait qu'Haliburton retrouve un peu ses sensations après un début de saison très très compliqué. Et d'ailleurs, il lui rend très souvent hommage dans les conférences de presse d'après-match en parlant de son impact des deux côtés du parquet, en expliquant à quel point il est indispensable au bon fonctionnement de l'équipe, etc., etc. Et dans l'absolu, de toute façon, Nembhard, c'est souvent ses coéquipiers qui en parlent le mieux, parce que déjà, Shai Gilgeous lui avait rendu hommage cet été lors des JO en expliquant sa surprise devant son niveau de jeu, son intelligence, sa polyvalence, etc. Donc, ouais, moi, ça me fait extrêmement plaisir de le voir revenir. Il me semble qu'il y a une dizaine de jours, il y a Caitlin Cooper qui tient un blog sur les Pacers, qui est très souvent très pertinente sur le sujet, qui a sorti des chiffres sur son impact défensif. C'est impressionnant la différence quand il est sur le parquet ou quand il ne l'est pas. Et en fait, c'est son net rating. Son net rating, avec des joueurs qui ont joué au minimum 500 minutes, le premier net rating on and off, c'est Jokic avec 24,4 points de différence en net rating. Le second, c'est Andrew Nembhard avec 17,1. Et troisième, c'est Shai Gilgeous à 16,8. Ce qui est assez impressionnant, en fait. Tu t'attends pas du tout à voir Nembhard dans cette position-là, quoi. C'est clair. Et alors, ouais, voilà, c'est ça. Caitlin Cooper, j'ai retrouvé l'article sur son blog. En gros, elle explique que quand les Pacers jouent avec le 5 Haliburton, Nembhard, Mathurin, Siakam et Turner, sur à peu près 300 minutes jouées, ah oui, j'ai vu ça. Ils concèdent que 100,8 points sur 100 possessions. Et sans Nembhard, ce chiffre monte quasiment à 120 points. C'est un écart qui est absolument colossal. Alors, j'ai pas fait la mise à jour des chiffres parce que ça date d'il y a 10 jours, je crois, mais quand on voit les derniers matchs des Pacers, je doute fortement que ça se soit inversé. Et ce serait l'équivalent de quasiment meilleure défense de la ligue, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Bah d'ailleurs, depuis qu'il est revenu, les Pacers sont la 8e défense de la ligue et la 6e attaque sur les 15 derniers matchs. En gros, c'est ça, c'est 8e défense, 6e attaque de la ligue et c'est là qu'on les attend en fait. On parle quand même d'une équipe qui a fait finale de conférence la saison dernière, qui a montré des très belles choses en play-off. Et d'ailleurs, quitte à parler de play-off, on parle là aussi d'un joueur qui a démontré sa capacité à jouer en play-off, et même plus que ça, pour sa première campagne la saison dernière, il a été très très bon, il fait partie de cette caste de joueurs capables de hausser son niveau de jeu en play-off, ce qui est une denrée très rare. Sur le run de play-off des Pacers la saison dernière, il tourne à 15 points, 5 passes, quasiment 50% à 3 points, en plus en se traînant à chaque fois de défendre sur les meilleurs guards. Brunson, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est impressionnant. Et ouais, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est le genre de role player que toute équipe veut avoir dans son effectif, tellement impactant des deux côtés du parquet, tellement précieux pour libérer de la pression sur son meneur. Il donne de la cohérence au jeu, car là, il l'a dit, il a une compréhension du jeu et de la tactique NBA qui lui permet de savoir quoi faire avec ou sans le ballon. Et c'est impressionnant. Il faut quand même rappeler que c'est un mec qui a que 25 ans. Il n'est que dans sa 3e saison NBA. C'est un second tour de draft. Et il est déjà absolument indispensable à cette équipe. Ouais, c'est Tim McMahon d'ESPN qui, dans un récent épisode du podcast qu'ils font là, avec Brian Windhorst et Tim Bontemp, qui a comparé Andrew Nembhard à Derrick White des Celtics, et j'ai trouvé ça assez pertinent, dans le sens où c'est pas un joueur qui effectivement va aligner des stats spectaculaires, mais dont la présence sur le terrain en fait change foncièrement la physionomie de son équipe par sa défense, sa capacité à s'inscrire parfaitement dans les schémas collectifs des deux côtés du terrain. Et puis voilà, il y a qu'à voir le bilan entre Nembhard qui est présent et Nembhard qui est absent de cet effectif. Ça fait quand même une grosse différence. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est Rick Carlisle qui parle de Nembhard comme une pièce maîtresse aussi parce qu'il permet à Tyrese Haliburton de jouer à son meilleur niveau. À savoir que ça permet notamment à Tyrese Haliburton de jouer off-ball, sans la balle, et ça rajoute voilà une pertinence dans le jeu des Pacers, une variété de jeux qui permet à Tyrese Haliburton de ne pas avoir tout le temps le ballon en main, de donner aux Pacers un côté un peu plus imprévisible, on va dire. Et quand tu vois la victoire qu'ils ont eue récemment face aux Cavaliers, à Cleveland, ce qui était, alors que les Cavaliers étaient sur leur série de 12 victoires consécutives, un truc comme ça, là. Haliburton sort après la première mi-temps sur blessure. C'est Nembhard qui prend le poste de meneur titulaire dans la seconde mi-temps. Et tu regardes sa défense, que ce soit sur Mitchell, sur Darius Garland, elle était exemplaire, quoi. Ce joueur est vraiment c'est une valeur sûre. Quoi qu'il en soit dans un effectif, quoi.
Ouais, c'est clair. Et pour le coup, je trouve ça, enfin vraiment, tout ce que tu as évoqué sur son contrat, le fait que son contrat fasse de lui une pièce extrêmement attirante pour toutes les franchises de la ligue, etc. Mais si les Pacers avaient tradé ce mec-là pour faire venir une star, mais vraiment, je n'aurais pas compris en fait. Vraiment, Ah, mais grave. enfin, ça me semble l'idée même de faire ça me semble hallucinante en fait. Donc voilà, ouais, je suis plutôt rassuré pour cette prise de, par cette précision du front office. Et franchement, ouais, c'est vraiment un super joueur. Moi, j'adore le voir jouer et je trouve que tout ce qu'il fait est intéressant. Et en plus, au passage, il est une nouvelle illustration que même au second tour de la draft, c'est possible de trouver des joueurs capables d'avoir un impact énorme sur le Ouais, développement d'équipes ambitieuses. Et je le dis parce qu'à chaque trade où la contrepartie pour un joueur est majoritairement des seconds tours, je lis des commentaires sur le fait que ces choix de draft ne servent à rien. Alors, on va pas reciter éternellement l'exemple Jokic qui est une aberration, c'est une aberration qui est une totale. anomalie totale. Voilà, Ouais. mais on peut quand même rappeler que ces dernières années, on a vu du Jalen Brunson, du Brogdon, du Zubac, du Hartenstein, du Dion Brooks. Tous ces mecs-là sont des seconds tours de draft et tous ont un impact très important sur leur équipe. Absolument, ouais. Et franchement, Nemhart, c'est vraiment un joueur que j'adore. Dans la logique de construction, selon la convention collective actuelle, les contraintes financières qui sont celles des équipes NBA aujourd'hui, avoir signé ce type avec une prolongation de 3 ans à 58, enfin à 59 millions, dirons-nous, ça tient du génie, quoi. Ouais, C'est franchement énorme bon coup de la part d'Indiana d'avoir la main sur ce joueur-là. C'est vraiment ultra pertinent. c'est clair, sachant que s'il continue jusqu'en 2028 avec ce niveau de performance, il sera probablement amené à signer un plus gros contrat à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, pour terminer sur le NBA Paris Game, sachez que j'ai eu la chance d'être accrédité pour les deux rencontres. Donc, j'essaierai de vous proposer vendredi prochain peut-être un podcast un peu de l'ordinaire avec des réactions, peut-être des gens que je vais croiser là-bas. Je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais je vais essayer de vous proposer un truc, soit ce vendredi, soit le prochain vendredi, soit celui d'après. On verra bien en fonction de qui, comment, pourquoi je rencontre des gens et comment ça se passe. On va terminer ce podcast sur les Suns de Phoenix, si tu veux bien. Depuis l'arrivée en fanfare de Bradley Beal dans l'effectif en juin 2023, c'est majoritairement un sentiment de déception qui domine autour de cette équipe. Elle n'a pas vraiment d'identité. On peine à voir un véritable fond de jeu prendre corps sur le terrain. Autour de trois stars dont les points forts, je le répète, sont fortement redondants et pas vraiment complémentaires. Le recrutement de Mac Budenholzer à l'intersaison laissait envisager un renouveau avec des schémas de jeu qu'on espérait efficaces pour tenter de révéler les talents de chacun sur le terrain. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Cependant, les Spurs, ayant les pires difficultés à l'heure actuelle de se maintenir dans le play-in à l'Ouest, ont décidé de réagir. Alors, ces dernières semaines, on a vu la mise sur le banc de Jusuf Nurkic, qui est incapable de tenir son rôle sur le terrain. Hein, on va être clair, il fait plus partie du problème que de la solution, Youssouf. Donc, bonne décision de Mac Budenholzer. Il y a eu la décision beaucoup plus sensible de mettre Bradley Beal dans un rôle de sixième homme. Il n'était pas vraiment jouasse par rapport à ça. Là, il est blessé à l'heure qu'il est, donc bon, voilà. Mais ça s'est révélé plutôt efficace. Hein. Ils sont sur une série sur les 7 derniers matchs, c'est 5 victoires, donc pourquoi pas avec Ryan Dunn en titulaire, ce qui permet de résoudre un petit peu les gros problèmes de défense. Et puis là, les Suns viennent de faire l'acquisition de Nick Richards en provenance des Hornets, sans sacrifier de pièces majeures de leur rotation. On pourra détailler tout à l'heure un peu le détail du transfert, mais c'est Josh Okogie qui s'en va et des seconds tours des futurs seconds tours de draft. Voilà, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Charles, ton avis sur le transfert de Richards pour commencer? Écoute, bah, comme tu l'as dit, Okoji avait clairement perdu du crédit aux yeux de Budenholzer ces derniers temps, donc la perte n'est pas trop importante et Phoenix se renforce dans un secteur où ils avaient vraiment des manques. Leur rotation intérieure était beaucoup trop faible. Ils se faisaient systématiquement martyriser dans la raquette par leurs adversaires. Donc là, ils mettent la main sur un joueur utile qui va leur apporter de la dureté, qui plus est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine à un excellent tarif. Et quand on sait Ouais, les difficultés que le front office a à jongler avec les contrats démentiels de leurs superstars, c'est une très bonne chose.
Bon, est-ce que ça va leur permettre de changer de braquet et de vraiment démarrer leur saison, eux qui sont 10e à l'Ouest avec les Warriors et les Spurs sur les talons, je sais pas, j'en doute très sincèrement. De toute façon, on sait que c'est probablement pas le dernier trade qu'on va voir du côté de Phoenix, puisque tu l'as dit, il y a toujours le cas Nurkic en suspens. Alors ça, bon Ouais, courage, courage, ouais. bon courage pour trouver un Ah, ça preneur. fait ça fait un peu de la peine, hein, moi je trouve le cas Nurkic. Hein, Ah je oui, trouve c'est triste, que ouais. c'est ouais, je trouve que c'est. Je suis persuadé qu'il pourrait encore apporter dans un autre contexte, mais bon, écoute, c'est un autre sujet. Ah là, il était quand même sacrément dépassé Ah ouais, ouais, non, c'était horrible, c'était par la horrible. situation. C'était un peu cauchemardesque quand même. Écoute, C'était sinon, gênant. Bill en sortie de banc, bon, je suis un peu dubitatif. En fait, la question, c'est, pour moi, la vraie question de la décision de mettre Bill en sortie de banc, c'est est-ce que vraiment Budenholzer pense que ça va permettre de le libérer, de lui faire retrouver un semblant d'efficacité offensive, ou alors est-ce que l'idée, c'est de le pousser à accepter un éventuel trade, en fait. Pour moi, c'est surtout ça la question. Hmm. Pff, écoute, sinon, il y a quand même un peu de positif, je trouve, du côté de Phoenix. Booker retrouve des sensations depuis son retour. Depuis qu'il a loupé 5 matchs en décembre, je trouve qu'il est mieux, qu'il est plus à l'aise. KD, il est comme toujours, quoi. Il fait quoi qu'il arrive ses perfs. Maintenant, le vrai problème de cette équipe, il est défensif. Alors oui, Richards va leur permettre de renforcer leur défense intérieure, mais enfin, est-ce que ça suffira? D'autant plus qu'Okoji était quand même un joueur qui pouvait les aider défensivement. On va voir quel impact ça aura. J'espère qu'on va continuer à voir Igodaro, qui montre je trouve des très belles choses depuis qu'il est devenu quasiment la Ouais. première rotation intérieure de l'équipe. J'espère qu'on va continuer à le voir. Maintenant, écoute, moi, ce qui me fait le plus plaisir peut-être dans ce trade, c'est que peut-être ça va libérer de la place à Charlotte pour Moussa Diabaté, quoi. C'est à peu près la seule chose, la seule chose qui est vraiment importante pour moi dans ce trade. Tu sais qu'il est dans le classement dont je te parlais tout à l'heure des net rating on and off the court. Moussa Diabaté, il est juste derrière Shai Gilgeous-Alexander. Il a 16,4 plus 16,4 en net rating Mais il a montré des très belles choses, hein, de cette saison. présence sur le terrain, le gars. Moi, Il je est trouve dingue. qu'il a, et je me demande d'ailleurs si l'idée Il des est Hornets dingue. en faisant ce trade, c'est pas Bien justement sûr. aussi de lui libérer de la place, parce qu'il a montré Mais des très belles complètement. choses, et notamment au rebond, il a fait des très très gros matchs. Donc ouais, espérons. Je sais même pas s'il a un contrat garanti aujourd'hui Diabaté ou s'il est en two-way, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère ça. Et puis écoute, pour les Suns, tu l'as dit, il y a un problème d'identité dans cette équipe. Je sais pas très bien quoi attendre d'eux. Hmm. Déjà, c'est une équipe qui prend beaucoup trop de mid-range, ça m'énerve. Limite, ils devraient recruter des Rosanne, hein, ça collerait bien à l'identité de l'équipe. Non, mais voilà, j'avoue que j'ai pas d'attente moi sur les Suns cette saison, tout comme j'en avais pas trop la saison dernière. Pour moi, cette équipe, elle est trop de briques et de brocs pour que ça fonctionne. Et alors oui, effectivement, il y a les rookies montrent des choses intéressantes, amènent d'intérêt à tout ça. Maintenant, ça reste des rookies. Si demain cette équipe elle arrive à gratter un ticket en playoff, est-ce qu'ils seront capables d'être aussi performants en playoff? Quelles seront les attentes à leur sujet? Bon, c'est compliqué. Ouais, complètement. Et Puis puis, je pense que Kevin Durant, si tu lui avais dit au moment où il signe à Phoenix que la seule lueur d'espoir de leur saison ce serait les rookies, tu vois, je suis pas sûr qu'il serait très content, quoi. ah, mais bien sûr que non. Et le fait qu'il y ait des blessures comme ça à répétition un peu tout le temps, des Aussi, uns ouais. des autres, ça casse totalement leur capacité de justement construire les automatismes qui leur permettraient de se sortir de ce piétinement permanent sur le terrain, quoi. Tout à Tu fait. vois bien qu'il y a un manque ils se connaissent pas assez. Ils savent, pour construire une identité, il faut qu'ils jouent ensemble. Et il faut que les rôles des uns et des autres soient bien définis. Et c'est clair que la décision de Budenholzer de mettre Bradley Beal en 6e homme, je trouve que c'est une belle tentative. C'est osé, dirons-nous, parce que tu peux perdre Bill quoi de sa motivation, tout ça, bien que le gars est quand même sacrément bien payé pour être motivé. Ouais. Donc bon, voilà, tu parlais des rumeurs aussi de transfert, Bradley Beal, tout ça. Il y a Mark Bartelstein, son agent, qui s'est exprimé à ce propos, qui a dit que pour l'instant, il était hors de question pour lui de faire sauter sa no trade clause, sa clause de non-transfert. Donc ça, c'est clair, net et précis. Il a toutefois précisé que si jamais la situation parfaite venait à se présenter à Bradley Beal, pourquoi pas considérer cette éventualité, mais à l'heure qu'il était, c'était pas du tout une option qui se présentait
qui se présentait à eux et que Bill était tout à fait motivé à l'idée d'essayer justement de faire en sorte que cette situation à Phoenix fonctionne. Donc voilà, il y a plusieurs informations assez intéressantes dans la sortie de Mark Bartelstein sur le cas Bradley Beal. Pour les Suns, je sais plus quoi dire de cette équipe. On en a déjà parlé. J'ai hâte de voir ce que Nick Richards peut éventuellement apporter. Est-ce qu'il peut aider justement dans cette idée de construire une identité et tout ça? Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est les joueurs stars qui arrêtent d'être blessés toutes les 2 secondes, quoi. Et là, Bradley Beal, il a une entorse à la cheville. Personne n'est capable de dire combien de temps il va rester à l'infirmerie. C'est tout le temps, en fait. C'est épuisant. c'est extrêmement épuisant. Je pense que tu es fan des Suns. Tu as fait les finales en 2021. Il n'y a pas un seul instant où tu imaginais que ça allait être la traversée du désert, permettez-moi ce jeu de mots, qui allait suivre à ce point-là, quoi. Ah, mais pour Booker, notamment, ça doit être... Bah, je pense que justement, tu vois, Booker, sur cette campagne de playoff que tu évoques, il se disait un peu, bon bah ça y est, il y a quelque chose qui s'est vraiment lancé, et puis derrière, retomber dans tout ça, c'est terrible. Et ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, il y a pas de repère commun. Cette équipe, elle illustre toutes les limites du star system, en fait. Ouais, complètement. Et quelque part, ça fait du bien, hein. Alors, je suis pas du tout un hater des Suns, hein, vraiment, j'ai rien du tout contre cette Non, mais franchise. t'aimes pas les super teams, et moi c'est pareil. Cette logique, cette vieille école des super teams, et Matisse Bia, c'est quand même un proprio qui a mis un doigt d'honneur à la nouvelle convention collective et à la ligue, en fait, hein, en disant j'en ai rien à secouer, je vais faire ce que je veux. Mais en même temps, c'est ce que beaucoup d'experts disent, c'est qu'en faisant ça, il a montré son ignorance totale de comment ça fonctionne, le système Mm. mis en place de cette convention collective et du pourquoi, du comment, la Ligue, qui n'a pas attendu que Matich Bia devienne propriétaire pour réfléchir à toutes ces règles-là et à essayer de créer justement une ligue où toutes les équipes qui, si elles sont bien gérées, ont une chance de disputer un titre. Voilà, et je trouve que cette espèce d'arrogance dont il a fait preuve le rend tout à fait détestable en vérité. En tout cas, moi, je le pense et je le dis. J'ai aucun problème à le dire personnellement. Ouais, non, mais je comprends assez. Et puis même qu'en fait, en fait, voilà, je trouve qu'il y a, tu l'as dit en tout début, en fait, quand t'as commencé à évoquer le sujet Sun, cette équipe, elle a pas d'identité. Et moi, en fait, ce qui me fait vraiment très mal au cœur là-dedans, parce que j'ai dit que j'étais un peu triste pour Booker et tout, mais moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est pour Budenholzer, parce que, enfin, passer de ce qu'il a réussi à construire à Milwaukee à ça, Ouais. c'est le radical opposé en fait. À Milwaukee, il avait réussi à monter une équipe qui avait une identité qui était très forte, autour de joueurs qui n'étaient pas forcément des superstars, mais qui étaient de vrais cols bleus, qui avaient une vraie compréhension de quel était leur rôle sur le parquet, de ce qu'ils devaient faire pour que ça fonctionne et tout. Et là, à Phoenix, mais vraiment c'est l'opposé polaire. C'est fou quoi. C'est fou. Ouais, tout à fait, ouais. Absolument. Absolument. Et bref, cette situation des Suns me fascine. Me fascine littéralement. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux d'ici la fin de la saison? Est-ce que tu les vois parvenir à rectifier le tir et être une vraie menace une fois les playoffs? Si on part du principe que tout le monde est à peu près debout au Non. moment où on entame le playoff, quoi. Non, non, je les vois. Je pense qu'ils ont tout à fait. Si tout le monde est debout, enfin, en fait, si ils arrivent à enchaîner là 2 mois sans gros problème de blessure, je les vois revenir dans les 6, ça oui. Mais par contre, être une menace en playoff, non. Ouais. Non. Je pense toujours que KD et Booker sont capables de gagner une série à eux tout seuls, hein. Mais pas contre le Thunder, par exemple. Une série, moi, je leur donnerais même pas une série à eux tout seuls, quoi. Bah, ça dépend de leur adversaire. Ça Ouais. dépend de leur adversaire. Si c'est une série contre les Lakers, pourquoi pas. Si c'est une série contre le Thunder, certainement pas. Voilà. Je suis bien d'accord. Ouais. Et, En ouais, fait, c'est bien ça le problème, c'est que à partir du moment où tu as 3 joueurs qui font quasiment exactement la même chose, bah une oui. fois que tu as trouvé une fois que t'as verrouillé t'as verrouillé comment dire, la production offensive de ces joueurs-là, où grosso modo la méthode est à peu près similaire pour les trois, plus ou moins. Qu'est-ce que tu veux faire?
Et c'est ça qui me désole en fait dans cette équipe, c'est qu'elle est montée. C'est que non seulement c'est du star system à 200%, et en plus elle n'a pas été pensée et réfléchie convenablement. Ouais, ouais. À la limite, enfin, ouais. En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette équipe, c'est le dernier exemple qui manquait, tu vois, aux différents front office et aux différents general managers de la ligue pour comprendre que le star system, il faut arrêter et que ça ne marche pas. Ah oui, bah là, je pense que Je l'espère. ça a vacciné beaucoup. Et on a parlé, toi et moi, du Thunder, des Celtics, des Cavaliers, des Houston. équipes comme ça, voilà, qui sont clairement en train de créer ce nouveau mode d'emploi de comment aujourd'hui une franchise qui fonctionne et qui a des ambitions, des vraies ambitions, doit être gérée. Et les Suns, ils ont trouvé une méthode périmée et ils ont essayé de l'appliquer à une époque où c'est plus du tout ça qu'il faut faire, quoi. Oui, et puis en plus avec des profils de joueurs, parce que tu vois, même les équipes montées avec des superstars de toutes parts, il y avait au moins un minimum de cohérence dans le choix des profils de joueurs. Moi, je suis désolé, mais il n'y a aucune cohérence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pointé du doigt dès qu'il y a eu dès qu'on a commencé à entendre parler de l'arrivée de Bradley Beal à Phoenix. On se disait, mais c'est absolument pas le profil dont ils ont besoin. Ouais, exact. Ouais. C'est une aberration d'ajouter ce profil-là quand tu as déjà Booker et Durant. Ça n'a aucun sens. Tout à fait. Exactement. Écoute, on verra bien ce que ça donnera Nick Richards. On va regarder ça avec un œil. Je suis toujours ouvert. Hein. J'ai pas d'avis définitif sur les Suns, même si on dirait que j'en ai un. J'en ai un à l'instant T, ça c'est sûr. Mais lui, il va se régaler, hein, Nick Richards. Hein. Je pense que Nick Richards a beaucoup de choses à apporter. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, moi je pense que s'il y a bien un gagnant du trade, c'est lui, parce que lui, il va pouvoir se mettre en valeur, mais vraiment, ça va se voir ce qu'il va faire là à Phoenix, ça va beaucoup se voir. Et ça va dans le bon sens, on va dire. Et que si Bradley Beal revient, peut jouer plus de 10 matchs consécutifs, j'exagère bien sûr, je plaisante, mais si la santé de cette équipe générale peut enfin être au beau fixe sur plusieurs semaines consécutives, ça peut être intéressant. Je ne dirais que ça peut être intéressant et voilà, on en reparlera si jamais ça bouge. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Écoute, c'était avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve vendredi prochain, donc potentiellement pour un épisode un peu original, un peu singulier, on verra bien, ou un épisode tout à fait classique. Je vous l'annoncerai, vous le saurez dès le début de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai de ce qui va se passer. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end, et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.